Bonjour et bienvenue à cette webcast de présentation des solutions PTC concernant le calcul par élément fini et le calcul formel. Je suis Michel Sorette, ingénieur avant-vente chez Forcad, et c'est moi qui suis en charge et qui ai le plaisir de vous accompagner lors de cette webcast. Voici l'agenda que nous allons suivre. En premier lieu, nous allons nous intéresser à l'intérêt de la simulation dans le process de développement des produits, puis nous parcourrons l'offre de simulation PTC, à partir de laquelle nous allons nous focaliser sur la partie créo-simulation et notamment faire quelques rappels sur les notions de convergence et l'épée élément. Puis nous allons présenter l'outil sur un calcul que nous considérons comme un calcul initial. Puis, sur base de ce calcul initial, nous allons effectuer un calcul sur une proposition d'amélioration du composant. Puis en dernier lieu, un calcul affiné, notamment au niveau du cas de charge. En dernier lieu, nous allons nous focaliser sur la solution MATCAD. Nous verrons ainsi son positionnement, nous présenterons ses fonctionnalités, puis nous parcourrons ensemble quelques exemples d'applications concrètes. Pourquoi la simulation? La simulation va vous permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment sur le fonctionnement potentiel du composant ou du système que vous êtes en train de concevoir. Sera-t-il suffisamment résistant? La déformation sera-t-elle acceptable? Quelle sera la qualité perçue? Si elle est acceptable, quelle sera la durée de vie du composant? Combien de cycles pourra-t-il subir avant d'être endommagé? Et au cas où le fonctionnement serait assuré, serait-il possible d'améliorer cette conception? N'avons-nous pas surdimensionné des choses ou des choses de ce genre? Et ces questions pourront être répondues très tôt dans le processus de développement, ce qui permettra de limiter des coûts associés aux modifications. Nous savons tous que des modifications tardives, notamment une fois que les pièces sont arrivées à l'atelier, sont plus coûteuses que des modifications qui ne touchent que le bureau d'études, quand le produit est purement virtuel. Ça permettra également de limiter les coûts de prototypage, potentiellement pas de les annuler, puisque parfois les prototypes sont indispensables, mais cela nous permettra de maximiser nos chances que le prototype réponde à ces objectifs. Et puis, bien ma foi, les retours au service après-vente sont des éléments extrêmement coûteux qui permettraient d'être potentiellement limités, voire annulés, en ayant détecté des problèmes de tenue, typiquement très tôt dans le processus de développement. Et donc, pour être efficace, la simulation doit être incorporée au plus tôt dans le processus de conception d'un produit. Quelle est donc l'offre de PTC en termes de simulation? Nous voyons sur cette planche que l'offre de PTC est assez large en termes de simulation. Elle passe à la fois par des notions de tolérancement fonctionnel, en passant par des solutions d'éléments finis que nous détaillerons un petit peu plus lors de cette session, puis des solutions de simulation dynamique, de mise en mouvement avec les calculs des efforts dans les liaisons des systèmes, puis des notions de mécanismes plus simples, notamment sur le fonctionnel. Est-ce que les mouvements peuvent être faits quels que soient les efforts qui en résultent? Des notions d'analyse ergonomique, avec la possibilité d'incorporer des mannequins et de faire des simulations ergonomiques sur base de ces mannequins. Un module Spark Analysis qui permet de faire des calculs de lignes de fuite et des lignes de courant. MATCAD également, qui permet de faire du calcul scientifique au sens large, formel, de documenter nos calculs, et grosso modo de générer tout type de notes de calcul, quelle que soit la complexité mathématique qui en résulte. Et tout ça potentiellement lié à créoparamétrique et mis en musique, si on le souhaite, à l'aide d'un module qui s'appelle BMX, qui permet de lancer du plan d'expérience sur tout ça. Le focus de cette séquence aura lieu autour des solutions Créo-Simulation, Advanced Simulation et Fatigue Advisor pour la partie éléments finis, et MATCAD pour la partie calcul scientifique et documentation associée. Focusons-nous sur la partie créo-simulation. Qui dit calcul par élément fini dit nécessité de comprendre ce qui se passe au niveau du maillage et de sa capacité à prendre en charge un certain nombre de problématiques et à rendre compte
de ce qui se passe en termes de répartition des contraintes et des déformations sur les éléments en tant que tels. Classiquement, les solutions de calcul par élément fini utilisent un maillage H, dit traditionnel, linéaire, qui procède par deux approximations. La première est une approximation topologique. Le système va remplacer les éléments courbes, géométriques, par des facettes. Donc on obtient une première approximation, ce qui nécessite d'avoir évidemment plus d'éléments dans les parties, typiquement de congé par exemple, comme on peut le voir ici. Et puis la deuxième approximation se fait au niveau de la contrainte, de la relation contrainte-déformation au sein d'un élément. Cette relation est linéaire, ce qui nécessite plusieurs passes de calcul. Une première passe de calcul initiale avec un maillage initial sur lequel on va détecter un niveau de contrainte donné. Puis dans cette zone de contrainte élevée, on va ajouter des mailles pour mieux prendre en compte la complexité de la diffusion de la contrainte dans cette zone, puis obtenir un second résultat, puis mailler à nouveau dans la zone, puis obtenir un troisième résultat, etc., etc., jusqu'à ce que le résultat soit stable dans une plage donnée qu'on appelle plage de convergence, qui permet au concepteur de dire, voilà, j'ai obtenu un résultat de contrainte maximale de autant à tel pourcent de convergence. Et dans ce mode-là, on comprend bien que cette précision du résultat, ce taux de convergence est obtenu par l'utilisateur avec son expérience en jouant sur le maillage. Les solutions PTC sont basées sur un mailleur différent, qu'on appelle un maillage P, P comme polynomial. Cette fois-ci, on va faire deux approximations très différentes. La première concerne la représentation. Cette fois, les éléments, on va toujours diviser notre modèle en morceaux, toujours à base de facettes, mais ces facettes ne sont plus basées sur des éléments linéaires. Ces éléments sont en forme et du coup rendent compte de manière beaucoup plus précise de la géométrie en tant que telle. Et puis, ces éléments, mathématiquement, supportent une relation polynomiale entre la contrainte et la déformation. Cette relation polynomiale peut monter jusqu'au degré 9 et donc rendre compte d'une transition entre la contrainte et la déformation assez complexe, sans être obligé de rajouter du maillage. Pour simplifier, le système est capable de complexifier mathématiquement plutôt que géométriquement sa représentation du modèle pour obtenir un résultat convergé. Le système permet donc d'obtenir un résultat simple et fiable sans intervention manuelle de l'opérateur. Si on veut illustrer ça sur un modèle assez simple, modèle qui représente un crochet tenu à son extrémité supérieure le long d'un axe et supportant une charge verticale dans le crochet, on va simplement s'assurer du degré polynomial de chacun des éléments pour obtenir la cartographie des contraintes. On va commencer avec un P degré égal à 1, ce qui correspond à des éléments traditionnels, des éléments H. Pour ce degré polynomial, on obtient ce niveau de contrainte max et cette répartition des contraintes. 74 newtons par millimètre carré pour la valeur de contrainte max calculée. On s'aperçoit également que la relation contrainte-déformation est linéaire puisqu'on voit que les seuils de transition de contrainte au sein des éléments sont représentés par des droites, ce qui montre bien que la relation est linéaire. Et puis, progressivement, on va ajouter des mathématiques pour obtenir cette fois-ci un polynôme au degré 2. Et on voit que cette fois, les répartitions de contraintes au sein des éléments sont plutôt conformes à une parabole, par exemple, telle qu'on l'imagine pour une équation polynomiale de degré 2. Et puis, partout où les contraintes sont stables, où le résultat est stable, le système va laisser ce degré polynomial. Par exemple, on va s'apercevoir qu'ici, dans l'espèce d'oreille de verrouillage, il ne se passe plus rien. Et donc le système va augmenter le P degré partout ailleurs et laisser ce P degré à 2 dans les zones qui sont dites stabilisées. Et progressivement, on voit notre valeur de contrainte max s'affiner, sa répartition s'affine également,
Et le système va procéder de la sorte jusqu'au nème degré. Donc ici on a poussé l'exercice jusqu'au degré 8, hein, pour s'apercevoir que très tôt, un P degré par exemple de 4 permet d'obtenir un résultat suffisamment fiable, mais que voilà, si on veut pousser un peu, on peut se retrouver avec un P degré de niveau 8 et une répartition des contraintes extrêmement simple à lire. Ce qu'on en conclut, c'est que le résultat ne dépend pas du maillage, et donc pas de l'expérience de l'utilisateur qui va l'utiliser. Dans ce cas, la convergence est assurée, puisqu'en fait, quand on fait un calcul avec une solution CréoSimulate, on ne fait pas un calcul, on fait plusieurs passes polynomiales pour obtenir un résultat convergé avec un pourcentage qui nous est donné par le système. Ce qui permet à des concepteurs non spécialistes d'obtenir des résultats fiables, et également à des managers non spécialistes de comprendre et d'interpréter plus facilement les résultats du calcul. Nous allons maintenant illustrer tout cela à travers un cas concret. Nous allons calculer un levier de verrouillage. Les hypothèses que nous allons positionner sont que la matière qui compose ce levier est de l'aluminium 1024. L'utilisateur appliquera un effort de 400 newtons vertical perpendiculaire à l'axe de la poignée. La contrainte maximale devra être inférieure à 130 mégapascales et la flèche maximale mesurée devra être inférieure à 2 mm. Voici le modèle. Accédons maintenant à la solution de simulation à travers cet onglet Application Simulate. Nous voyons que nous ne changeons pas d'interface, nous sommes toujours dans la même solution, nous avons simplement activé le module. Et puis tout simplement, on s'aperçoit que les rubans ont changé, les icônes ont changé. Nous en avons deux principaux. La mise en place notamment des chargements, des restrictions, des matières, les tenues des analyses, et puis des choses un peu plus avancées, comme des idéalisations de type poutre, ressort, masse, coque, la liaison des interfaces entre les différents composants, et puis la gestion avancée du maillage pour ceux qui en auraient besoin. Contentons-nous de réaliser notre calcul. Dans un premier temps, nous allons affecter notre chargement. Appliquons donc une force sur cette surface et nous souhaitons nous assurer que cette force reste bien dans la direction donnée par ces deux points avec une amplitude de 400 newtons. Puis, assurons-nous également que le long de ces surfaces cylindriques, nous laissions la possibilité au système de faire tourner les éléments, de faire tourner la géométrie, mais de ne pas translater normal à cet axe. Positionnons la même restriction sur l'autre axe. Notre système est maintenant contraint. Appliquons une matière. Nous voyons que la matière qui était affectée par le concepteur dans CréoParamétrique est reprise dans CréoSimulate. Accédons à ces propriétés pour aller vérifier, par exemple, que le coefficient de Poisson, le module Youm sont remplis. Nous avons également renseigné la notion de limite élastique par rapport aux critères d'élasticité de von Mises. Nous verrons un peu plus tard à quoi cela correspond. Cette matière est affectée. On retrouve un signe de cette affectation dans l'interface puisqu'on retrouve une étiquette. On retrouve notre chargement et nos restrictions. Je n'ai plus qu'à définir une nouvelle analyse. Levier initial, par exemple, qui va utiliser ce jeu de restrictions et ce jeu de charge. Lançons cette analyse et nous verrons que le système, tout simplement, va générer les éléments, effectuer une première passe de calcul avec un ordre polynomial de 3, puis directement évaluer quel est le degré final qu'il est nécessaire de mettre sur chacun des éléments. On voit ici que le degré maximal est passé à 6. Résoudre le système, évaluer le pourcentage de convergence sur l'intégralité du modèle,
et me le signifier dans cette interface. Ma contrainte en moyenne quadratique est donc convergée à hauteur de 3%. Le calcul est terminé, procédons à l'analyse des résultats. Cette interface me permet de définir le type de résultat que je vais souhaiter visualiser. On va regarder par exemple ici la contrainte en mégapascal, suivant la formulation de von Mises. Et on constate que notre modèle subit une contrainte de 122,64 mégapascal, localisée essentiellement dans ce congé. Si je veux vérifier où est la contrainte max, il suffit de le demander, information, où est le maximum du modèle, et on voit une étiquette se créer à cet endroit, à la sortie de mon chanfrein par exemple. Notre modèle répond bien au cahier des charges au niveau de la contrainte. Qu'en est-il au niveau du déplacement? Visualisons le déplacement en termes d'intensité. Le déplacement est de l'ordre de 1,2 mm. Il répond donc bien également au cahier des charges. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous constatons que le déplacement des parties de notre modèle répond bien à une progression linéaire, assez simple, sous forme de franges assez nettement parallèles, ce qui est conforme à ce qu'on en attend. Comparons cela aux limites de nos éléments. Et ce que l'on constate, c'est que malgré un maillage assez particulier, et c'est là le propre des P-éléments, nous sommes en mesure de prendre en charge une mathématique très réaliste, une répartition de la déformation qui est bien sous forme de franges parallèles, alors que notre maillage ne l'est absolument pas. Il est également possible d'afficher le modèle déformé, avec un certain pourcentage d'accentuation. Il est également possible de l'animer, en jouant sur la vitesse de cette animation, par exemple. Il est également possible de lisser les résultats et de jouer sur le nombre de niveaux de légende pour obtenir un visuel plus simple à interpréter. Reprenons nos contraintes. Notre modèle répond à notre cahier des charges, mais est-il possible de l'améliorer? Un des outils extrêmement intéressants pour évaluer cette capacité d'amélioration consiste à faire des coupes par isosurface. Par exemple, montre-moi quelle est la partie du modèle qui travaille ou qui subit une contrainte inférieure à 50 mégapascales. Voilà le résultat. Et on peut faire varier cette valeur dynamiquement. Et ce qu'il en sort, c'est assez simple, c'est que toute cette partie, centrale et au niveau du manche, travaille à moins de 15 mégapascales, de l'ordre de 10% de la valeur limite que nous nous sommes imposés. Si on veut travailler à 10% tout pile, il suffit de rentrer la valeur et d'aller appliquer. Ok ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, toute cette matière peut être potentiellement retirée. Elle ne travaille pas. Allons voir comment nous allons mettre en place toutes ces modifications potentielles, tous ces gains potentiels au niveau de l'interface de Creo paramétrique. Tout simplement, je suis retourné dans mon interface de conception habituelle, et puis je vais tout simplement effectuer des enlèvements de matière dans la zone qui m'intéresse. On va retirer de la matière par exemple sur 8 mm avec une dépouille de 5 degrés. Nous allons également rayonner toutes ces arêtes avec un rayon de 6 mm par exemple, et toutes les arêtes du bas avec un rayon de 2 mm par exemple. Nous allons symétriser tout cela pour obtenir la même géométrie de l'autre côté. Nous allons également mieux répartir la contrainte dans cette zone en augmentant la valeur du rayon,
jusqu'à 6 mm par exemple, et puis creuser le manche en positionnant un perçage le long de cet axe sur une longueur de 80 mm. Ok. Voici mon nouveau modèle. Au passage, on peut noter que la masse initiale de mon modèle était de 253 grammes. Nous sommes passés, suite à ces modifications et à cette analyse initiale, à un modèle de l'ordre de 166 grammes. Voyons ce qui se passe au niveau de la simulation. Je retourne dans ma simulation, je vois que mes chargements, mes restrictions et ma matière sont toujours affectés. Il ne me reste donc qu'à dupliquer mon calcul initial, changer son nom, et le relancer. À partir de là, le système aura détecté que le maillage initial n'est plus compatible. Il va effectuer un nouveau maillage, puis sa première passe de calcul, puis la seconde. Cette fois, on notera que l'ordre maximal des arêtes est passé au degré polynomial 7. Quel est mon pourcentage de convergence? Le pourcentage de convergence est cette fois de l'ordre de 1,8%. Allons observer le résultat. Toujours en contrainte de Van Mises. Voici la valeur calculée. La valeur maximum calculée est de l'ordre de 110 mégapascales. Je réponds toujours bien à mon objectif en contrainte. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est de comparer ce résultat avec la valeur initiale, avec mon calcul initial. On constate ici que les calculs ne sont pas exprimés avec la même échelle. Ce que je vais demander, c'est à ce calcul initial de s'exprimer avec la même légende que celle de gauche, pour comparer exactement la même chose à la même échelle. Ok. À partir de là, intéressons-nous au résultat en déplacement. Le résultat en déplacement nous donne 1,45 mm à comparer au résultat de tout à l'heure de l'ordre de 1,2. Donc le système va se déformer un peu plus, mais en étant plus résistant. Nous avons donc amélioré de près de 100 grammes, de 90 grammes notre levier en assurant un fonctionnement au moins identique à celui initial. Affinons encore notre calcul. Cette fois, nous allons vérifier le comportement du levier dans son cas d'utilisation réelle. Les hypothèses que nous allons effectuer sont les mêmes que précédemment. Le levier est constitué de la même matière, subit le même effort, et cette fois, le mouvement est imposé par la tige de verrouillage du levier, donc un mouvement de rentrée-sortie de la tige de verrouillage, et on estime que la tige de verrouillage va renvoyer une réaction de l'ordre de 1500 newtons. Donc l'idée est de récupérer, suite à un calcul dynamique, les efforts imposés dans les liaisons, les deux pivots, et de vérifier ce comportement dans les éléments finis. Pour ce faire, tout simplement, nous allons ouvrir l'assemblage qui contient notre levier, faire tourner l'analyse de mécanisme. Donc on a toujours nos 400 newtons, on a un aller-retour, ce qui nous donne un comportement comme celui-ci, verrouillage, déverrouillage. On peut vérifier quelles sont les valeurs des efforts en fonction du temps. On voit que les efforts remontés dans les liaisons sont de cet ordre. On peut également faire afficher ces deux réactions lors d'une animation. On voit
que nos réactions varient en termes d'amplitude et d'orientation au long du mouvement. Et l'idée est de renvoyer ces informations en tant que données d'entrée dans le calcul par élément fini. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil utilisé dans Simulation. On déclare simplement quel composant va réceptionner ces efforts, puis on détermine à quel moment de la simulation ou pour quelle valeur de chargement on souhaite récupérer les efforts. Pour nous, l'idée étant de récupérer la charge maximale affectée. On va garder la donnée d'entrée et puis chacune des réactions maximales aux deux liaisons. On valide, puis on ouvre notre composant. On ouvre donc ce composant, puis on passe dans la simulation. Il nous reste à simplement importer la charge issue du mécanisme, laquelle, toutes, très bien, elles vont se matérialiser ici sous forme de contraintes. Il nous reste à expliquer au système quelles sont les surfaces qui vont réceptionner ces efforts. Et on peut visualiser les directions et les amplitudes de chacun de ces efforts. OK. Le système connaît toujours ma matière. Il ne me reste plus qu'à créer mon analyse. Cette fois, je n'ai pas de restriction pure et dure, chacune des charges devant s'équilibrer, et je déclare ceci à l'aide de cette case. Il ne me reste qu'à lancer mon calcul. À nouveau, le système va procéder au maillage, puis faire sa première passe de calcul, la seconde passe de calcul, et comme la dernière fois, nous afficher son pourcentage de convergence. Procédons à l'analyse des contraintes. La contrainte max calculée est cette fois de l'ordre de 107 mégapascales, ce qui est très proche de notre résultat précédent, ce qui valide nos hypothèses initiales. Voilà donc qui conclut notre présentation live de la solution Creo Simulate. Si on devait synthétiser les avantages que nous y avons vus, la première des choses est l'intégration complète à la solution Creo paramétrique. Vous n'avez donc pas de nouvelle interface à prendre en main. Le système est complètement interopérable. On a vu qu'il était complètement associatif en cas de modification et qu'il est également connecté au reste des solutions. On l'a vu notamment avec la solution de dynamique. Le système vous procure également une excellente qualité des résultats, ce qui est dû notamment à l'utilisation des P-éléments, ce qui vous procure de la sécurité au niveau de la valeur qui est calculée, mais également vous avez à votre disposition des outils de revue de résultats simples et complets, qui vous permettent d'accéder vraiment en termes d'analyse à toutes les informations que vous pourriez souhaiter. On l'a vu également, la vitesse de calcul est assez intéressante. Elle permet notamment de tester plusieurs idées rapidement afin de valider ou d'invalider certaines hypothèses que nous pourrions faire. Autre chose intéressante, en termes de vitesse de calcul, pour rappel, il ne s'agit pas de la vitesse de calcul d'une passe de calcul, mais de la vitesse qui permet d'obtenir un résultat convergé. Au niveau des bénéfices que l'on peut y associer, on voit bien que ça permet d'accélérer la mise sur le marché des produits, notamment par la réduction du nombre de prototypes et l'augmentation du nombre d'hypothèses testées, validées ou invalidées. Ça permet également d'augmenter l'image de marque, notamment à travers la réduction des défaillances, et puis d'augmenter la rentabilité, ne serait-ce qu'en optimisant les coûts matières. Quelles sont donc les fonctionnalités liées à Creo Simulation Extension
ou à Advanced Simulation. Pour le module dit de base, simulation extension, vous avez accès au calcul des analyses statiques, incluant du contact, donc pièces et assemblage, aux analyses modales pour calculer les modes propres de vos composants ou assemblages, à des analyses de flambage, à des analyses thermiques en régime établi, c'est le cas par exemple pour cette carte électronique située en bas de l'écran. Vous allez également pouvoir effectuer ce que l'on appelle des études de sensibilité ou d'optimisation. Les modifications que nous avons effectuées sur le modèle aujourd'hui étaient manuelles. Il est possible de demander au système de faire varier certains paramètres ou certaines cotes entre des valeurs prédéterminées afin de vous trouver automatiquement quelle est la meilleure solution pour répondre à votre cahier des charges. C'est du plan d'expérience. Ce module permet également d'utiliser des restrictions de type symétrie planaire, symétrie cyclique et compensation inertielle, ce que nous venons de faire notamment pour la compensation inertielle. Ces calculs pourront être effectués sur des matériaux isotropes et nous pourrons utiliser des idéalisations de type poutre, coque, masse, ressort et boulon simple et disposer de fonctionnalités notamment de soudure de maillage en périphérie, en extrémité ou ponctuellement pour les liaisons de type coque. Il sera possible dès le module standard de récupérer des chargements depuis MDO comme nous l'avons vu et ce module permet également d'effectuer un maillage à travers un mailleur H traditionnel pour préparer un calcul à envoyer vers une solution plus avancée, typiquement de crash test ou de choses de genre. L'Advanced Simulation inclut toutes les fonctionnalités de simulation, plus des non-linéarités, notamment des analyses en grand déplacement, incluant le contact, les matériaux non linéaires et le cloquage, des analyses de précontraintes, en statique et en modal, des réponses dynamiques, transitoires, harmoniques, impulsionnelles ou aléatoires, les analyses thermiques transitoires, et puis des calculs idéalisés 2D, axes symétriques, contraintes planes, déformations planes. Cela sur des matériaux orthotropes, isotropes transverses, élastoplastiques, hyperélastiques et potentiellement composites. Nous allons pouvoir également effectuer ces calculs à travers des idéalisations de type coque, masse, ressort et boulon avancés. Il sera possible d'accéder à des capacités de maillage avancées, typiquement du maillage mappé par exemple. Vous disposerez également de super-éléments de type lien rigide ou lien pondéré, et puis vous disposerez d'un mailleur H un peu plus avancé encore, qui est un mailleur de type INRIA. Il est également possible d'adjoindre à CreoSimulate ou CreoSimulate Advanced la notion de fatigue. Elle permet simplement de calculer la durée de vie en fatigue d'un système avant endommagement par un calcul très simple basé sur des algorithmes éprouvés de technologie du fournisseur ENCODE. Totalement intégré, totalement transparent pour l'utilisateur, les résultats sont donc donnés en log de l'endommagement ou de la durée de vie. Après les solutions CreoSimulate, passons à MATCAD. MATCAD est une solution permettant la rédaction des notes de calcul. Cette solution permet de capitaliser le savoir-faire de l'entreprise, notamment en formalisant, en centralisant et en partageant les données de notes de calcul de manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus lisible que typiquement un calcul qui serait fait dans une feuille Excel. Notamment, la traçabilité et le formalisme de MATCAD, comme on peut le voir dans cette capture d'écran, permet d'analyser très facilement ce qui est fait au niveau du calcul, beaucoup plus facilement d'ailleurs qu'en regardant dans la barre de formule d'une feuille de calcul Excel. Elle permet également de traiter des problématiques beaucoup plus complexes qu'un tableur, notamment en ayant des capacités de traitement sur des outils mathématiques aussi avancés que les transformés de Laplace, transformés de Fourier, calcul différentiel, etc. Et tout cela au niveau explicite, donc calcul direct, ou symbolique, tout en gérant les unités.
Il sera également possible d'être interopérable avec notamment Créoparamétrique pour que des données d'entrée de MATCAD soient issues de codes ou de paramètres créoparamétriques et que des résultats MATCAD deviennent des paramètres ou des codes créoparamétriques. Ça permet donc de capitaliser le savoir-faire, de favoriser la compréhension, également la réutilisation, ce qui est simple à comprendre, simple à tracer et facilement réutilisé. Et puis ça permet de réduire les erreurs, notamment par l'utilisation de la gestion des unités. Fonctionnellement, que permet de faire MATCAD? Il permet donc de faire du calcul explicite ou symbolique, tout en gérant les unités, d'effectuer des graphes 2D et 3D des résultats, d'effectuer des rapports ou des animations, de faire de l'analyse de la donnée et de l'interpolation sur des données importées, de résoudre des systèmes standards, donc plusieurs équations, plusieurs inconnus, de résoudre des systèmes complexes, plusieurs équations, plusieurs inconnus, mais des équations qui sont différentielles ou non linéaires, de faire du calcul matriciel ou vectoriel, d'importer et d'exporter des données, d'être couplé associativement à Créoparamétrique, et éventuellement de masquer des informations confidentielles dans des notes de calcul pour protéger votre savoir-faire. Nous allons dans un premier temps effectuer une présentation générale de l'outil, permettant de nous familiariser avec son interface, et puis nous verrons deux cas d'application. Le premier sur notre levier, nous effectuerons le calcul de la tenue au flambage de la tige de verrouillage, et nous effectuerons une association directe entre le modèle 3D et la note de calcul. Et puis nous verrons un exemple de calcul typiquement aux Eurocode pour répondre par exemple à des problématiques réglementaires. Voici donc MATCAD. MATCAD se présente comme un éditeur de texte assez simple. Une page vierge pour commencer, dans laquelle nous allons pouvoir taper du texte. OK. Puis des mathématiques. 1 plus 1 égale évidemment 2. Voyons comment il gère les unités. 1 mm plus 1 mètre égale 1,01 mètre. Si on veut l'avoir en millimètres, il suffit de lui demander des millimètres. Et si les millimètres ne sont pas l'unité que nous cherchons, nous pouvons accéder à travers la barre d'unité à toutes les unités de longueur qui sont prédéterminées. Combien cela fait-il en pouces? Ça fait 39,409 pouces. Si nous demandons 1 mm plus 1 ampère, le système va simplement nous expliquer que les unités ne sont pas compatibles. Que se passe-t-il avec des unités complexes, composées? Disons que par exemple nous cherchons à savoir ce que font 125 newtons sur 17 mm carrés. C'est évidemment homogène à une pression, exprimé en pascal, ou plus simplement en mégapascal. Évidemment, si on change les valeurs d'entrée, la valeur de sortie est calculée. Allons voir, pour des raisons de praticité, des notes de calcul qui nous permettent d'avancer dans l'intégralité des fonctionnalités. Nous avons donc vu cette partie. Nous pouvons également utiliser des variables. Nous déclarons la masse comme étant égale à 10 kg, et donc la force, devant être égale à la masse fois l'accélération de la gravité, nous donne 98 newtons. Évidemment, si on change la valeur de la masse, la valeur de la force est changée. Nous pouvons également définir des fonctions pour en faire une évaluation directe. F de 5 égale quelque chose, F de 12 égale un autre résultat. Nous pouvons également faire de l'évaluation indirecte. Déclarons la variable A1 égale à 10, F de A1 devient 1,981. Déclarons la variable A2 comme étant un vecteur comportant une partie imaginaire. F de A2 nous renvoie l'évaluation comportant un résultat imaginaire. MATCAD est également capable d'effectuer du calcul symbolique, comme la sommation de fractions avec l'expression du résultat symbolique sous forme de fraction.
est capable également de factoriser ou de développer des expressions mathématiques, de résoudre des équations. Quelles sont les racines de z carré moins 2z moins 3? Ça nous donne moins 1 et 3. Si on change un facteur, il va nous recalculer les nouvelles racines. Permet de faire également de la résolution sous forme avec une variable imposée, le x carré par exemple, et il nous donnera des résultats en fonction de la variable. Calcul de sommation, écriture de fonctions périodiques, sinus en exponentielle, exponentielle en sinus, calcul d'intégrale et de dérivée, intégrale indéfinie, intégrale définie, limite d'expression, développement en série au énième terme, expression en fraction, différents exemples, transformé de Fourier, transformé de Laplace et transformé inverse évidemment. Le système permet également de résoudre des systèmes d'équations. Soit directement, on l'a vu juste avant, on rentre une expression et on demande à en trouver les racines, ou par bloc. On initialise les variables à des valeurs de démarrage, puis on rentre le système de 3 équations à 3 inconnus, et on demande à trouver, find, T1, T2 et T3, que l'on met dans une variable qui est un vecteur, pour lequel T1, T2 et T3 sont exprimés. Évidemment, si on change un des facteurs, le résultat est changé. On peut faire également ce qu'on appelle de la résolution paramétrée, c'est-à-dire que cette fois, les équations sont un peu plus complexes et prennent en compte des unités également. On peut utiliser également des systèmes contraints et non contraints, typiquement une équation de degré n avec un n variable pour laquelle on demande les coordonnées x, y qui maximisent la fonction. Typiquement, on va changer cette valeur. Hop là, pardon. Changeons la valeur de n. Les graphes 3D sont modifiés. Le graphe 2D vu de dessus est modifié et la valeur du maximum est modifiée. Ça permet donc du coup d'avoir des notes de calcul assez simples à lire, extrêmement bien documentées, typiquement comme celle-ci. Nous avons en tête pied de page, du texte, des images explicitant le modèle, un schéma, des données d'entrée, les distances reprises dans le schéma, et puis simplement un système de 2 équations à 2 inconnus. Somme des forces égale 0 à l'horizontale, somme des forces égale 0 à la verticale, et puis simplement on demande à trouver FBC et F de AB. On a les résultats ici pour les valeurs initiales, évidemment. Si on change une des valeurs d'entrée, les résultats sont recalculés. Si on change également les unités des données d'entrée, les valeurs continuent d'être calculées dans le système d'unités que nous avons demandé. Le système peut également traiter des équations différentielles. Prenons par exemple une masse oscillante. Nous exprimons l'équation différentielle du système mécanique, ses conditions initiales, les valeurs de masse, raideur du ressort, position de départ et amortissement. Explicitons ce qui se passe au niveau du calcul. On va diviser par m l'équation de départ. On fait un changement de variable tout simplement. On obtient cette nouvelle équation que l'on positionne dans un bloc de résolution. Ce bloc de résolution, une équation différentielle égale 0, nos 2 conditions limites, et on demande à résoudre l'équation différentielle fonction de x et de TE. Cette équation différentielle a une solution que nous connaissons analytiquement, qui est exprimée ici. Et ce que nous avons fait, c'est fait grapher la solution
trouvé par MATCAD et le résultat théorique. Et nous avons effectué la sommation des écarts au carré sur un domaine de 0 à 100. Et nous obtenons un différentiel de l'ordre de 10-7 intégré sur la totalité du domaine. Ce qui montre la capacité du système à résoudre ce type d'équation différentielle de manière très précise. Vous serez également capable de faire de l'analyse de la donnée, c'est-à-dire de gérer de l'interpolation linéaire, non linéaire, paramétrique, à partir d'un jeu de points que vous aurez rentré. Le jeu de points est donné par une matrice qui est ici. Et puis nous allons faire de la résolution linéaire, donc quelle est la meilleure droite passant par ce jeu de données. De l'interpolation exponentielle, quelle est la meilleure équation de ce type reprenant mes données, et puis de l'ajustement générique. Voici ma fonction, la fonction modèle que je cherche à obtenir, un autre jeu de données, et il va nous trouver les coefficients qui vont en face de cette relation. Ok. Appliquons cela à notre cas de verrouillage. Tout simplement, nous sommes inspirés du calcul de flambage selon la formule d'Euler qui est fournie typiquement dans Wikipédia ou dans n'importe quelle encyclopédie des sciences et techniques. Toutes les données sont reprises ici, l'équation est donnée. Simplement, je l'ai reprise, j'ai rentré mes informations ici. J'ai explicité plus clairement comment calculer la longueur caractéristique de la poutre. Tout simplement, nous on est dans le cas, ici, dans le cas numéro 3. Nous sommes guidés sur une des extrémités. J'ai réintégré une capture d'écran me disant que la longueur est de 124 mm. J'ai déclaré la force de verrouillage prévue, j'ai déclaré le diamètre de la tige de verrouillage, le modulium de la matière, la valeur de la longueur caractéristique, et puis nous allons calculer tout simplement le moment quadratique de la tige de verrouillage. C'est une tige qui est cylindrique, donc on va avoir du pi d4 sur 64, donc pi fois le diamètre de la tige puissance 4, le tout sur 64, et tout ça, ça nous donne 30,68 mm 4, ce qui nous permet de déduire la longueur maximale admissible, et donc de fait l'indice P qui serait égal à 1 sur 0,7 le tout fois racine de pi carré fois le modulium fois le moment d'inertie, tout ça sur la force, ce qui nous donne 169,817 mm. Notre tige n'est donc pas soumise au flambage. Et notre calcul est terminé. Ce qui serait également possible, ça serait de lier ce calcul au diamètre de la tige pris dans le modèle. Pour ce faire, c'est assez simple. Prenons notre modèle et allons directement créer une analyse prime. Cette analyse prime va tout simplement lancer MATCAD Prime en arrière-plan et nous proposer de charger un fichier type MATCAD dans lequel des entrées et des sorties sont présentes
qui nous permettront de communiquer avec Créoparamétrique. Cette communication se fait soit directement sur la base de cotes, donc des dimensions dans le modèle, soit potentiellement à travers des paramètres. Allons chercher notre fichier, et puis effectuons les mappages. Je vais demander à ce qu'une cote de Créoparamétrique, à savoir ce diamètre, soit mis en relation avec le diamètre de la tige. Vous voyez que les transformations d'unités se font directement. Et puis je vais récupérer la valeur max admissible dans un paramètre. Je vais calculer ça et je vais enregistrer ça sous forme de fonction. À partir de ce moment-là, pardon, cette fonction va se recalculer quelles que soient les modifications que je vais faire dans mon modèle. Donc typiquement, si je veux activer ce modèle, pour faire varier cette cote, je vais la rentrer à 4 mm, je vais régénérer, et cette régénération prendra un petit peu plus longtemps que d'habitude, tout simplement parce qu'arrivé à ce niveau, le système va à nouveau faire appel à ma note de calcul MATCAD, renseigner le diamètre de la tige à 4 mm, me calculer la nouvelle valeur de longueur maximum admissible et me la restituer à travers ce paramètre. Ce paramètre qui peut être utilisé via des relations, dans d'autres paramètres, pour piloter à peu près tout ce qu'on veut. Et cette fois, on s'aperçoit que la longueur maximale admissible est de 108,683 mm, ce qui est bien inférieur à la valeur réelle de ma tige, qui est de l'ordre de 124 mm. Et donc, je vais être obligé de rétablir une longueur, peut-être à 4 mm et demi pour essayer à nouveau, ou à 5 mm, puisqu'on a vu tout à l'heure que la valeur était juste. Voici donc comment interopèrent Créoparamétrique et MATCAD. Autre exemple, prenons ici un calcul effectué selon les eurocodes. J'ai tout simplement recopié dans MATCAD des éléments de l'eurocode qui étaient fournis à travers un PDF sur le web. Donc j'ai tout simplement copié-collé les éléments textuels de l'un vers l'autre, déclaré des variables, récupéré le schéma et effectué le calcul. Ok, on retrouve ici l'effort axial critique calculé ici, qu'on retrouve ici, etc. etc. L'un des intérêts de cette approche est tout simplement que bien souvent, ce type de calcul doit être envoyé à des organismes de certification. Ces organismes de certification, Bureau Veritas, etc., vont avoir un travail facilité si on leur amène une note de calcul qui est conforme à leur document de référence, qui leur permettent de valider à la fois la tenue intellectuelle du calcul et les valeurs de manière simplifiée, puisque les deux documents auront exactement la même apparence et du coup seront très très faciles à lire et à vérifier. Ce qui facilite énormément les choses vis-à-vis de ce type d'organisme. Voici qui conclut cette session de présentation des solutions de simulation par éléments finis et de calcul formel des solutions PTC. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne journée.